Donc maintenant, on va procéder à la correction de l'épreuve de rattrapage du bac 2019, surtout la partie de la chaîne d'information. Donc il s'agit bien d'un système de traitement de l'eau d'une piscine à abri. Donc tout d'abord, on va passer à la présentation. Donc à savoir, puisque la piscine c'est un milieu vivant qui évolue sans cesse avec les différents facteurs environnementaux, donc soit la température, la pollution de l'environnement, les usagers, les crèmes solaires, le vent, la pluie, la neige, etc. Tous les facteurs environnementaux. Donc il est nécessaire de contrôler, de le protéger, ce milieu pour la bonne qualité d'une baignade. Donc c'est la fonction de notre système étudié. Donc ça c'est l'ensemble d'une piscine à abri réel. Ensuite on va procéder à la description. Donc ce système étudié comporte deux unités. Donc la première unité, ça permet de traiter l'eau. Deuxième unité, c'est la protection, à savoir le déploiement de l'abri de piscine. Donc, comme vous pouvez remarquer, c'est l'ensemble du système de traitement de l'eau de la piscine avec abri. Généralement, notre système de traitement de l'eau est composé d'une pompe de circulation pour générer un débit d'eau permanent en circuit fermé, donc pour que l'eau circule en circuit fermé. Donc l'eau aspirée par ce qu'on appelle des skimmers, ou bien bouche émergée placée sur les parois de la piscine. C'est celui-là, donc ça c'est ce qu'on appelle les skimmers. On existe plusieurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle et il y a la bande de fond de l'eau qui permet la récupération de l'eau qui sera par la suite réinjectée par ce qu'on appelle la bouche de refoulement. Ensuite, on a un filtre à sable pour débarrasser l'eau des particules. Donc c'est un filtre pour purifier l'eau des particules, surtout de sable. Ensuite, on a une pompe à chaleur pour assurer le réchauffement de l'eau jusqu'à 25 degrés Celsius. Ensuite, on a une cellule d'électrolyse pour produire le chlore nécessaire à la désinfectation de l'eau, pour désinfecter l'eau de la piscine. Ensuite, on a un régulateur de pH pour contrôler le degré d'acidité de l'eau, qui comporte généralement ce régulateur automatique, deux mini-pompes pour injecter des produits chimiques de pH supérieur, pH+, et pH-, pour augmenter pH ou bien diminuer pH. Ensuite, une sonde pour mesurer le pH de l'eau, donc à savoir une sonde à capteur. Et ensuite, des projecteurs à LED pour éclairer la piscine, le bassin de la piscine. Ensuite, des volets télescopiques coulissantes pour couvrir la piscine, donc en ce qui concerne l'unité de protection, deux moteurs réducteurs pour déplacer les volets, et enfin des rails pour pouvoir guider les roues des volets suivant l'axe Z. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'étude du régulateur automatique de pH. Donc, le pH, c'est l'équivalent du degré d'acidité d'un liquide. À savoir, le pH, c'est 100 unités et qui est un élément de mesure de la qualité de l'eau. Une eau parfaite pour la baignade a un pH autour de 6,9 à 7,7. Pour contrôler le degré d'acidité de l'eau de la piscine, on installe un système de régulation qui mesure le pH de l'eau grâce à une sonde pH. En fonction des écarts constatés,
Ce système de régulation injecte des produits chimiques pH+ ou pH- dans le circuit de l'eau grâce aux deux mini-pompes. Donc le schéma, comme vous pouvez le remarquer, c'est celui-là. Donc sur le port B, on installe ce qu'on appelle un backgraph, c'est pour indiquer le degré de pH. On récupère le signal de la sonde à travers l'entrée RA0 et on commande les mini-pompes pour la mini-pompe de pH+, c'est RA0, on la commande par RA0 et la mini-pompe de pH- à travers RA2. Donc ensuite, la première tâche consiste à l'acquisition, le conditionnement et la numérisation du signal issu de la sonde pH. Donc en ce qui concerne l'acquisition, la sonde pH est munie de deux électrodes. Entre ces deux électrodes apparaît une tension électrique E, image du degré de pH, dont l'expression est E égale E0 moins 1,984 10-4 fois T fois pH, à savoir E est la tension entre les deux électrodes en volts, E0 tension standard de l'électrode de référence, et encore exprimée en volts, T c'est la température absolue en Kelvin, à savoir la température en Kelvin égale la température en degrés Celsius qu'on lui rajoute 273. pH, à savoir, c'est le degré d'acidité de l'eau. Donc l'expression A, qui est égale 1,984 10-4, il représente la pente théorique de la fonction de transfert de la sonde A en volts et T en Kelvin. Il nous demande tout d'abord, comme question 36, de calculer alors la valeur de la tension d'offset, V offset, qui est égal delta A divisé par delta T en microvolts par degré Celsius. Ensuite, comme question 35, il nous demande de calculer les valeurs numériques de A en millivolts pour T égale 25 degrés Celsius, puis pour T égale 20 degrés Celsius. Donc répondons à la première question. Donc pour calculer ça, il suffit de remplacer les valeurs. Donc A égale 1,984 fois 10-4 fois T en degrés Celsius plus 273, donc à savoir, si on réalise une application numérique, égale 1,984 10-4 au facteur de 25 plus 273 qui est égal à 59,12 millivolts. De la même façon, on peut obtenir le résultat pour T égale 20 degrés Celsius et on aura comme résultat c'est 58,13 millivolts. Donc maintenant, si on veut calculer la tension d'offset, donc qui est égal delta A sur delta T, donc on peut exploiter les résultats obtenus précédemment. Donc V offset égale delta A, donc 59,12 moins 58,13 divisé par 25 moins 20 qui est égal 0,198 millivolts par degré Celsius. Si on convertit ça en microvolts par degré Celsius, ça nous donne 198. Donc maintenant, on va passer à l'étude du conditionnement du signal. Donc, la différence de potentiel entre les deux électrodes de la sonde est conditionnée avant d'être numérisée par un convertisseur analogique numérique qui est intégré au microcontrôleur 16F876. Donc, le circuit de conditionnement du signal fournit une tension U3 proportionnelle à la tension E
aux bornes de la sonde pH. Donc on considère comme ce qui suit. Donc les amplificateurs AO1, AO2, AO3 sont supposés parfaits. La température à T égale 25, E égale 0,4137 moins 0,591 fois pH. UREF, tension de référence égale moins 0,4137. Et on trouve le schéma de conditionnement suivant. Donc on a la sonde, on a un montage suiveur, ensuite un montage additionneur inverseur, et pour arriver à un inverseur. Donc ici le montage suiveur c'est réalisé autour de A01, AO1. Donc le montage additionneur inverseur c'est réalisé autour de AO2, et le montage inverseur il est réalisé autour de l'amplificateur AO3. Donc tout d'abord il nous demande d'exprimer U2 en fonction de U1 et UREF. Ensuite d'exprimer U3 en fonction de U2. On va admettre la relation U3 égale moins R5 sur R4 fois R2 plus R3 sur 2R2 facteur UREF plus U1, et que sachant que U1 égale à E, UREF égale moins 0,4137, on est amené à donner l'expression du U3 en fonction du degré d'acidité qui est pH. Et comme dernière question dans cette partie, sachant que R2 égale à R4 égale à 10 kΩ et R3 égale 33 kg, U3 égale 5 volts, pour un degré d'acidité 14, calculer la valeur de la résistance 3. Donc on doit déterminer la valeur de la résistance R5. Donc essayons de répondre à ça. Pour calculer U2, option de U1, donc on va exploiter le montage qui est entre pointillés. On sait très bien que le montage AO2 il est linéaire parce qu'il y a une contre-réaction négative. Donc à savoir V plus 2 égale V moins dans ce montage. Donc en appliquant le diviseur de tension pour V moins, on aura comme résultat V moins égale U2 fois R2 sur R2 plus R3. C'est bien ce résultat. Ensuite, on aille appliquer Millman à la tension V+. Donc, en appliquant le théorème de Millman à V+, on aura donc U1 divisé par R1 sur R1 plus UREF sur R1 sur 1 sur R1. Donc, après développement, on a déjà le numérateur commun et le dénominateur commun, donc ça sera le reste de l'opération sur U1 plus UREF divisé par 2. Donc, or, on a V plus égale V moins. Si on réalise cette égalité, donc U2 facteur R2 plus R3 égale U1 plus UREF sur 2. À savoir, si on veut garder que U2, donc on va multiplier par l'inverse de ça, par l'inverse de R2 sur R2 plus R1, ça nous donne R2 plus R3 fois 2R2 facteur de UREF plus U1. Maintenant, on va essayer de répondre à la question qu'on doit donner l'expression de U3 en fonction de U2. Donc ça, c'est simple. Soit on va utiliser Millman, ou bien on peut directement constater qu'il s'agit d'un amplificateur inverseur et le résultat U3 égale U2 fois moins R5 sur R4. Essayons de démontrer ça. Donc on sait que l'amplificateur 3 fonctionne en mode linéaire ou bien en mode amplification. Donc à savoir V plus égale à V moins.
Donc V plus, il est relié à la masse, donc V plus égale à 0. Pour V moins, on applique Millman, donc U2 sur R4 sur 1 sur R4 plus U3 sur R5 sur 1 sur R5. Donc si on réalise l'égalité de FV plus égale V moins, donc V plus égale à 0, donc U2 sur R4 sur 1 sur R4 plus U3 sur R5, 1 sur R5, le tout égale à 0, ce qui signifie que U2 sur R4 plus U3 sur R5 égale à 0. De la même façon, si on change de place, si on met U2 sur R4 de l'autre côté, ça nous donne U3 sur R5 égale moins U2 sur R4. Si on veut exprimer U3, donc U3 égale moins R5 sur R4 fois moins U2 fois R4. Donc U3 égale moins R5 sur R4 fois U2. Donc essayons de traiter maintenant la question 39. Donc sachant que U1 égale E et Uref égale moins 0,4137 volts, donnez l'expression de la tension U3 en fonction du degré d'acidité qui est pH. Donc on sait que U3 égale moins R5 sur R4, facteur de R2 sur plus R3, divisé par 2R2, le tout facteur de Uref plus U1. Donc essayons de remplacer les informations qu'on a. Donc on remplace Uref par moins 0,4137. U1 c'est 0,4137 moins 0,0591 fois pH. Donc moins 0. Donc moins 0,4137 se simplifie avec 0,4137 et le résultat qu'on aura U3 égale 0,0591 R5 sur R4 que multiplie R2 plus R3 sur 2R2 fois pH. Donc la question 40, sachant que R2 égale à R4 égale 10 kg, R3 égale 33 kg et US égale 5 volts pour 1 degré d'acidité, pH égale à 14, on nous demande de calculer la résistance R5. Donc R5 sera égal, donc on sait que U3 égale 0,0591 fois R5 sur R4 fois R2 plus R3 sur 2R2 fois pH. Donc si on veut calculer R5, donc R5 égale 2R2 fois R4 fois U3 divisé sur R2 plus R3 fois 0,0591 fois pH. En remplaçant toutes les valeurs, on aura R5 égale 28,107 kg. Maintenant, on va parler on va traiter la partie de la numérisation de signal. Donc, c'est la conversion du signal analogique vers un signal analogique pour qu'il puisse être traité numériquement. Donc, pour cette fin, on utilise le convertisseur intégré PIC 16F 876. Donc, on donne les valeurs n, la valeur numérique n du résultat de la conversion correspondant au niveau de pH. N égale U3 moins VRF moins divisé par VRF plus moins VRF moins, le tout multiplié par 255. Donc avec VRF plus égale VDD égale 5 volts, VRF moins égale VSS égale 0 volts, U3 égale 0,357 fois pH, à savoir elle est exprimée en volts, la tension E au bornes de la sonde pH. Donc on est amené à déterminer les valeurs de U3 correspondant à savoir à pH égale 6,9 et à pH égale 7,7. Ensuite, comme question 42, il nous demande de déterminer les niveaux N1,
pardon, les valeurs N1 et N2 du mot fournies par le convertisseur correspondant respectivement au degré d'acidité pH égale 6,9 et pH égale 7,7. Donc si on veut déterminer tout d'abord les valeurs U3 du niveau d'acidité. Donc on sait que US égale 0,357 fois pH. Donc en remplaçant les valeurs, donc U3 de pH 6,9 égale 0,357 fois 6,9. Donc application numérique, le résultat ce sera 2,4633 volts. De la même façon, pour pH égale 7,7, on obtient U3 égale 2,7489 volts. On est amené à déterminer les valeurs N1 et N2 du mot binaire fourni par le convertisseur respectivement qui sont respectivement au degré d'acidité 6,9 pour N1 et 7,7 pour N2. On sait que N égale 3 moins VRF sur VRF plus moins VRF moins, le tout multiplié par 255, avec VRF plus égale 5 volts et VRF moins égale 0 volts. Donc, N, ça sera égal U3 divisé par 5 fois 255. Donc, en remplaçant pour avoir N1, on remplace U3 pour pH de 6,9 qu'on divise par 5 et qu'on multiplie par 255. Donc N1 égale 2,4633 divisé par 5 que multiplie 255. Donc on obtient comme valeur de N1 125. De la même façon, pour N2, on remplace la tension U3 par la valeur obtenue précédemment qui est 2,7489 qu'on divise par 5 et on multiplie par 255, on obtient la valeur 140. Donc maintenant on va essayer de faire l'étude du programme de régulation du degré d'acidité. Le programme de régulation agit selon un algorithme, l'algorithme suivant. En premier temps, on réalise, bien on demande l'acquisition de niveau de pH. Ensuite, on indique, après acquisition, on affiche le niveau du pH sur indicateur bar graph. Ensuite, si pH mesuré est inférieur à 6,9, donc N inférieur à N, N mesuré inférieur à N1, alors on va injecter pendant 5 minutes du correcteur de pH+, par la mini-pompe doseuse pH+. Ensuite, on va arrêter la mini-pompe pendant 15 minutes, ce qui permet de stabiliser l'eau traitée. Sinon, si la mesure est supérieure à 7,7, à savoir N mesuré supérieur à N2, alors on va injecter pendant 5 secondes le correcteur de pH- par l'intermédiaire de la pompe doseuse pH- et on va de la même manière arrêter la mini-pompe pendant 15 minutes, ce qui permet de stabiliser l'eau traitée. On dispose des sous-programmes suivants. On a un programme d'acquisition de pH qui permet de convertir le signal U3 image du pH en un nombre n sur 8 bits stocké dans la case mémoire appelée val pH. Ensuite, on a un sous-programme d'affichage qui permet d'afficher la mesure sur le backgraph à diode LED connecté sur le port P. Et on a ensuite le programme de temporisation. Tempo 1, c'est un sous-programme de temporisation de 5 minutes. Et le tempo 2, c'est un sous-programme pour la temporisation de T2 qui est égal 15 minutes. Donc, en vous aidant de l'algorithme ci-dessus, compléter l'organigramme correspondant. Donc, tout d'abord, la configuration requise du PIC 16F876 est comme suit.
Comme on l'a déjà dit, RA2, ce sera une sortie logique pour la commande de la mini-pompe doseuse pH-. RA1, c'est une sortie logique pour la commande de la mini-pompe doseuse pH+. RA0, entrée analogique pour l'acquisition de la tension U3, image du pH de l'eau de la piscine. Et le port B sera entièrement des sorties destinées à la commande du bar graph qui indique le niveau de pH. En vous aidant du jeu d'instructions, complétez le programme assembleur de régulateur pH. Débitement utilisé du port trice A sont mis à 0. Donc répondons à la première question, c'est de compléter ce fameux organigramme. Donc tout d'abord, on a le début. La configuration, c'est définir les entrées et les sorties. Ensuite, c'est l'initialisation des ports, la remise des ports à 0. Ensuite, si on regarde ici, c'est avant l'affichage ce qu'on doit voir, donc fournir acquisition du niveau de pH. Donc acquisition, donc à savoir, on doit faire appel au sous-programme d'acquisition. Donc ici, on doit faire appel à ce programme, donc on doit mettre acquisition pH. Ensuite, l'étape suivante suivant l'algorithme, c'est l'affichage. Ensuite, on va procéder au test. Donc si on a le test, donc on va tester la valeur de pH, donc N. N, ça peut être soit inférieur à N1, soit non. S'il est inférieur à N1, on suit la première procédure, donc c'est oui. Donc on doit injecter pendant 5 minutes du correcteur de pH+ par la mini-pompe pH. Par la pompe doseuse pH+. Donc la pompe doseuse, pH+, on la commande par RA1. Donc on doit mettre 1,1 sur RA1 pendant 5 secondes. Donc on fait appel au programme d'interruption de 5 minutes. Donc temporisation 1. Ensuite, après, on doit arrêter la pompe doseuse de pH+, et on doit attendre 15 minutes pendant que se permet à l'eau de se stabiliser. Donc on fait appel à la temporisation T2. Donc si on est dans le cas échéant, donc sinon, donc la mesure n'est pas bonne, donc il n'est pas inférieur à N1, mais ça sera deux cas de figure dans ce cas-là, donc soit supérieur à N2. Si oui, donc on doit injecter pendant 5 minutes du correcteur de pH- par la mini-pompe doseuse pH2, à savoir pH+, elle est commandée par RA2, pardon, RA1, donc et pH- elle est commandée par RA2. Donc on doit mettre la sortie RA2A1 pour pouvoir injecter du pH négatif. pH- ça va. Donc ensuite, on doit attendre 5 minutes. Donc on doit faire appel au programme temporisation, donc tempo 1. Ensuite, on doit arrêter. Donc on doit arrêter l'injection. Donc on doit mettre RA2 à 0 et on doit attendre 15 minutes. Donc on doit faire appel au programme temporisation 2 et ainsi de suite. Donc maintenant, on va essayer à l'aide du jeu d'instructions de compléter le programme en langage assembleur. Donc à savoir, tout d'abord, on va voir les configurations, comme on l'a déjà cité. Donc le programme consiste à la configuration. Donc on a programme assembleur, donc BCF statut 6. Donc ensuite, on a la deuxième instruction, deux instructions qui permettent l'accès à la banque 1. Donc pour accéder aux banques 1, vous savez, si vous vous rappelez très bien,
Ces microcontrôleurs 876 et 877 sont similaires et qui disposent de 4 pans. Donc pour pouvoir commuter dans ces banques, on a besoin de 2 bits, qui sont les bits RP0 et RP1, ou bien les bits 5 et 6 du registre statut. À savoir, pour choisir le banque 1, on doit fournir la combinaison 0, 1. Donc le bit 6, on doit le mettre à 0, et le bit 5, on doit le mettre à 1. Donc, si vous remarquez, le bit 6, elle est déjà à 0, donc ça nous reste de modifier le bit 7. Donc, l'instruction, ça sera pour avoir 0, 1, donc 0 est déjà saisi, donc pour 1, donc BSF statut, virgule 5, donc on est bien, bel et bien dans le banque 1. Ensuite, on doit configurer le port A. Donc pour le port A, on a RA0 entrée, RA2 sortie, RA2 sortie et RA1 sortie. Donc pour configurer, pour choisir cette configuration, on doit aller à prise A et les bits non utilisés, on va les mettre à 0, donc le reste à 0, et les bits utilisés S pour configurer une sortie, on met le bit de prise à 0, et pour configurer une entrée, on met le bit de prise à 1. Donc la combinaison correspondante c'est 0, 0, 0, 0, 1, ou bien en hexadécimal c'est 0, 1. Donc, puisqu'on ne peut pas accéder directement au registre prise A, donc on va passer par l'intermédiaire de W. Donc on va charger la valeur 0,1 en hexadécimal ou bien la valeur en binaire dans W. Après on va la transférer de W vers le registre prise A. Donc move LW, la valeur B apostrophe 0001. Donc ça signifie qu'on va charger le registre W par la valeur binaire. Ensuite, on va demander de transférer la valeur qui est dans W vers prise A, donc move W F prise A. Ensuite, on doit configurer le port B. Comme on sait très bien que le port B il est entièrement en sortie, donc pour qu'il soit entièrement en sortie, on doit mettre le registre prise B à 0. Donc pour mettre le registre entièrement à 0, on utilise l'instruction clearF prise B. Donc clearF prise B. Donc on a move LW, c'est pour move WF addecon, c'est pour la configuration du convertisseur. Ensuite on revient au banque 0. Le bit qu'on a déjà mis à 1, on le remet à 0, donc BCF, statut, virgule, 5. Ensuite, on charge la valeur 0x8181 dans le registre addecon 0. C'est un autre registre pour la configuration de convertisseur. Ensuite, pour l'initialisation des deux ports, on les remet à 0, on les met à 0. Et ensuite, on continue la suite du programme. Donc, on a lecture des résultats de la conversion. Donc, maintenant, on va voir. Donc, il faut être un petit peu malin. Donc, il y a des similitudes entre les instructions. Ici, quand vous pouvez le voir, lecture du résultat de la conversion. Et on a aussi ici le même commentaire. Donc, à savoir, puisqu'il s'agit du même commentaire, automatiquement, il s'agit de la même instruction. Donc, on peut copier ça ici et on aura move val phw. Puisqu'il s'agit du même commentaire, donc ce sera la même et qui réalise la même opération, donc automatiquement on va faire appel à la même instruction. Ici on a W qui est égal N1 moins W.
De même, W, il va recevoir la valeur N2 moins W. Donc il y a une sorte de similitude. La seule différence, c'est dans le premier cas, il y a N2, pardon, N1, et le deuxième cas, il y a N2. Donc, on va utiliser la même instruction, mais à savoir de changer ce qui doit être changé. Donc, au lieu de N2, on va mettre N1. Ensuite, si W inférieur à N1, pour la deuxième instruction, on a si W supérieur à N2. À savoir, s'il est supérieur, on teste le 0. Donc, automatiquement, s'il est inférieur, on va tester le 1. Donc, au lieu de BTFS-C, on va mettre BTFS S statut, virgule, C. Ensuite, on doit injecter, donc l'injection du pH+. On a en bas, c'est l'injection du pH-. Donc, l'instruction, il va être similaire, mais à savoir, c'est de distinguer entre le bit qui permet l'injection de pH+, et pH-. À savoir, pour injecter pH-, c'est le bit 2, ou bien RA2. Et pour injecter pH+, c'est RA1. Donc le bit, donc le seul changement, c'est au lieu de 2, on va mettre 1. Donc BSF pour A, 1. Donc pour désigner RA1. Donc appel de sous-programme de temporisation, c'est simple. Comme vous pouvez le remarquer, appel de sous-programme temporisation de 5 minutes. Donc c'est call tempo 1. La même chose qu'on va mettre ici. Pour l'injection, arrêt de l'injection. Donc pour arrêter pH-, on utilise BCF pour A,2. Pour arrêter pH+, c'est désactiver ce qu'on a déjà activé précédemment. Donc BCF. Donc BCF pour A,1. Ensuite, on doit appeler le sous-programme de temporisation de 15 minutes. Donc, c'est call tempo 2. Donc, c'est de la même manière, on va réaliser call tempo 2. Et comme vous pouvez le remarquer, donc il faut être tout simplement malin et savoir comment lire les programmes. Vous pouvez même trouver la solution dans le programme avec quelques modifications près. Maintenant, on va passer à la communication des informations. Donc, le constructeur propose au propriétaire un système de supervision à distance de la piscine par un automate programmable industriel et une liaison à l'aide d'une liaison différentielle de type RS485 selon la configuration suivante. Donc, on les place sur le même bus qui est bifilaire. Donc, et on remarque qu'il y a des bouchons à l'extrémité des deux bus. Donc, c'est un réseau. Donc, ce réseau de terrain est supervisé par un poste de commande qui fournit les informations nécessaires qui permettent de communiquer avec l'automate programmable. Donc le propriétaire est ainsi renseigné sur l'état général de son installation comme il peut la contrôler à distance. Donc on est amené à répondre aux questions 45, 46 et 47 suivants en choisissant la bonne réponse parmi les choix proposés. Donc, la question 45, la liaison RS485 est une liaison point à point, est une liaison multipoint, ou bien c'est un port de communication parallèle. On utilise le circuit d'adaptation pour augmenter la vitesse, convertir une tension alternative en une tension continue, ou bien convertir une tension bipolaire en une tension de différentielle. Ensuite, le bouchon à l'extrémité du câble de transmission permet de diminuer le nombre de collisions, amplifier le signal dans le câble de transmission ou bien absorber le signal et l'empêcher de rebondir à l'extrémité. Ensuite, la question 48, c'est déterminer le temps de transmission d'un bit. Ensuite,
on déduire le temps de transmission d'une trame. Pour la première partie, donc, quelle est la liaison RS 485? Donc, à partir du schéma qu'on a déjà vu, de la liaison, donc il s'agit d'une liaison multi-point. Pourquoi? Point à point, on doit avoir deux périphériques. À savoir ici, on a plusieurs montées sur le même bus, donc elle est multi-point. Deuxième, donc à savoir, on élimine le premier choix, liaison point à point. Donc ça reste soit multi-point, soit port de communication parallèle. Pourquoi ne passe pas un port de pour la communication parallèle? Parce que si on possède un port de communication parallèle, on ne peut pas avoir que 2 fils. Donc le nombre de bits doit avoir le nombre de fils. Si on communique avec 8 bits, on doit avoir 8 fils. Par contre ici, on n'a que 2 fils et tous les périphériques et les actionneurs et les capteurs sont montés sur, donc c'est une liaison multipoint qui permet de communiquer avec plusieurs points. Donc la bonne réponse c'est la liaison multipoint. Ensuite, pour la question 45, on utilise le circuit d'adaptation pour augmenter la vitesse de transmission, convertir une tension alternative en tension continue, convertir une tension bipolaire en une tension différentielle. Comme vous pouvez le remarquer à l'énoncé, on dit bel et bien c'est une liaison différentielle de type RS 485. Donc, puisqu'on parle de différentiel, donc automatiquement, on doit avoir un convertisseur qui permet de convertir une tension bipolaire en une tension différentielle. Donc, le bon choix, c'est C. Donc, augmenter la vitesse, ça n'a rien à voir avec le circuit d'adaptation. Convertir une tension alternative en tension continue, de même, ça n'a rien à voir. Donc, il permet de convertir une tension bipolaire en une tension qui est différentielle. Pour la question 45, à savoir, le bouchon à l'extrémité de câble de transmission permet de diminuer le nombre de collisions. Non plus, ça n'a rien à voir. Amplifier le signal, on ne peut pas amplifier le signal par les extrémités, mais ça permet d'absorber et d'empêcher de rebondir le signal, donc pour ne pas le signal revenir et perturber et interférer avec les autres signaux. Donc c'est le choix C. Ensuite, on disait que doit déterminer le bit de transmission, le temps. Donc on sait très bien que la vitesse de transmission c'est 9600 bits par seconde. Donc pendant une seconde on transmet 9600 bits. Donc pour savoir la durée d'un bit, donc on doit diviser le temps par le nombre de bits, donc d'où le temps de transmission d'un bit c'est une seconde divisé par 9600, ça nous donne 104 microsecondes. Donc, on déduit le temps de transmission d'une trame. Donc, à savoir, on dit que les informations ou bien les données sont codées sur 8 bits, qui est entouré d'un bit de start et d'un bit de stop. Donc, 8 plus un bit de start, ça fait 9, plus un bit de stop, ça fait 10. Donc, ça fait... Donc, 1 plus, donc ça fait 10 bits. 10 bits, on va les multiplier par le temps de transmission d'un seul bit, ça qui va nous donner 10 fois 104 qui est égal 1040 microsecondes. Et merci pour votre attention.